Alexandre Nicolic, qui est porte-parole du Rassemblement national et député européen. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et puis Damien Fleureau du service politique d'LCI est avec nous. Damien, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'université d'été de la France Insoumise, pardon, excusez-moi. On n'est pas encore, non, on n'a pas encore fusionné les deux partis à Romans-sur-Isère, à Châteauneuf-sur-Isère, pardon, dans la Drôme. C'est le lancement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup de monde chaque année, et cette fois-ci, parce que la campagne électorale a démarré, Jean-Luc Mélenchon a voulu écraser ses adversaires avec ce coup de force, ce meeting devant 10 000 personnes. Alexandre Nicolic, il est bon, hein, Mélenchon. Il est bon, hein. C'est un bon orateur et il arrive à fédérer la gauche, donc ça va peut-être le servir sur le premier tour avec une radicalité qui est assez terrifiante dans tout ce qu'il peut dire, parce que j'ai écouté son discours. Son but là, j'ai l'impression, il est clair, c'est vous rediaboliser. Il vous appelle les fachos. Au Rassemblement, il dit les fachos, et puis Marine Le Pen, la délinquante, ça va être tous les jours, hein. Marine Le Pen. Et je me demande si vos 35% d'aujourd'hui, dans les sondages, qui est quand même pharaonique, hein, rarement vu dans la 5e République, juste avant, 10 mois avant un premier tour de présidentiel, je me demande si ça va un peu pas s'effriter sous les coups de boutoir d'un homme qui sait faire admirablement sur le plan technique de la politique. Est-ce que vous pensez que les électeurs qui veulent voter Rassemblement national vont écouter Jean-Luc Mélenchon ? Enfin, Jean-Luc Mélenchon, il s'en prend à tout le monde. Il s'en prend, vous avez vu, il s'en prend au préfet aussi. D'ailleurs, je remarque qu'il parle souvent de caste privilégiée pour les riches et tout. La vraie caste privilégiée dans son esprit, je pense que c'est lui et les parlementaires LFI. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, il a dit les préfets ne sont pas nos copains. Je vais demander aux préfets de faire des saluts militaires. C'est ce qu'ils doivent faire de manière réglementaire. Devant les députés. Devant les députés insoumis. Il faut que les préfets se mettent au pas parce qu'ils sont une caste peut-être privilégiée. Je vous le disais, un peu supérieur. Ça rappelle ce qu'il disait sur les journalistes qu'il critiquait quand il les qualifiait d'abrutis, de menteurs, ou quand les forces de l'ordre étaient venues dans son QG et qu'il avait été condamné ensuite parce qu'il les avait intimidés en disant « la République, c'est moi, il est au-dessus des lois ». Mais d'ailleurs, on voyait même Manon Aubry, vous avez vu, ça avait fait la une de l'actualité sur les réseaux sociaux, qui donnait sa valise comme ça à un chauffeur. En réalité, ces gens-là n'ont souvent que du mépris et se sentent en réalité comme une caste privilégiée. Mais au-delà de... C'est quand même pittoresque, parce que maintenant, Alexandre Nicolic, c'est pittoresque, on en parlait tout à l'heure avec Damien Fleureau, vous êtes les modérés. Alors, Rassemblement national, pour nous, c'était des radicaux, c'était des extrémistes. Enfin, si on s'en tient à ce qu'on disait dans le discours politique, le débat politique pendant des années, et maintenant, on a parlé tout à l'heure d'économie, parce que Manon, que vous venez de citer, Manon Aubry, pardon, évoquait ces milliardaires qui seraient, selon elle, des nuisibles et qu'il faut interdire. Eh bien, on disait dans le débat que des patrons du CAC 40 avaient dit, oui, bon, ben, face à ça, même le Rassemblement national, c'est mieux, quoi. Mais écoutez, on est juste des gens raisonnables, et on l'a toujours été. Donc, évidemment qu'on ne va pas plonger notre économie. Vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon, il veut arrêter de manière unilatérale de rembourser une partie de la dette. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour emprunter de l'argent et à quel taux. Mais surtout, vous avez vu ce qu'il disait sur l'écologie, par exemple. C'est intéressant parce qu'il en a beaucoup parlé dans son discours. Donc, quand je vous parlais qu'on est raisonnable, lui, il parle d'empoisonnement écologique. Mais non seulement ce que lui évoque d'un point de vue programmatique conduit à beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre. On peut parler du nucléaire et on voit que lui qui veut abandonner le nucléaire, on voit que notre nucléaire nous permet sur la production électrique d'émettre 8 à 15 fois moins de gaz à effet de serre que l'Allemagne qui a abandonné le nucléaire. Sur les énergies renouvelables. Bien sûr, mais qui émettent au final plus de gaz à effet de serre. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Ce que je vous dis, ça les soumet au charbon et au gaz. Donc le résultat, il est catastrophique quand vous avez des énergies intermittentes inefficaces, comme c'est le cas de l'éolien. Oui, de l'éolien, oui, l'éolien qui coûte plus cher et qui ne peut pas permettre d'alimenter en électricité un pays comme la France ou un pays comme l'Allemagne. Il y avait des investissements comme le fait la Chine. Mais c'est ce que le tout nucléaire ne peut pas. Vous avez vu que la Chine est mise à fond sur le nucléaire, justement. Sur les énergies renouvelables, parce que partiellement, mais en réalité, on voit bien que c'est inefficace. Enfin, si vous voulez, on fait un débat technique sur ça et je vous dis le coût par mégawattheure, le coût des éoliennes qui est 46% plus élevé. On a vu que je vais faire un
débat pareil. Je finis juste là-dessus parce que vous me parlez d'un débat technique sur ça. Je vous rappelle juste que le plan Messmer sur le nucléaire dans les années 70, on a mis 93 milliards sur la table, ça produit 70% de l'électricité française. On a mis près de 100 milliards d'euros sur l'éolien et le photovoltaïque depuis le début des années 2000, ça produit 10% de l'électricité française. Donc vous voyez ce qui est inefficace. On ne parlera pas mais disons que les milliards mis dans les nucléaires aussi, qu'on n'a jamais revu la si vous permettez, je vais revenir juste sur Jean-Luc Mélenchon et sur l'écologie parce que c'est intéressant ce qu'il a dit. Il dit donc, il parle d'empoisonnement écologique. Je vous le dis sur le constat, je vous parle de production électrique plus polluante, mais on peut aussi parler de toutes les normes, les taxes qu'il veut rajouter et ce qui fait qu'on importe beaucoup plus et 51% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux importations. Mais surtout, Jean-Luc Mélenchon, il fait tout pour qu'on ne trouve pas de remède à ce qu'il appelle l'empoisonnement écologique. Parce que il dit surtout pas ce machin-là pour les clims, par exemple. Et ben les vagues de chaleur qui arrivent font que on a des milliers de morts justement à cause de notre retard en matière de climatisation. Il y a des écoles qui sont fermées, les entreprises qui ferment, par exemple, et vous avez des études qui montrent que ça pourrait coûter 100 milliards d'euros par an si justement on n'a pas d'adaptation. On peut parler du retour à la nature qu'ils souhaitent en refusant les débroussaillements. On a vu les conséquences que ça a en matière d'incendie. On voit les conséquences que ça a quand on refuse les réserves d'eau en termes de difficultés pour les agriculteurs à trouver de l'eau. Un débat technique parce que vous mélangez un peu tout. Effectivement, non, je mélange pas tout parce qu'on parle d'empoisonnement écologique. Sur des passoires thermiques, ça n'a aucun sens, par exemple. Et ça, il n'y a pas de plan au Rassemblement national. Sur quoi ? Paul Melun, sur des climatisations dans des passoires thermiques, on sait très bien que c'est un gouffre. Mais il faut les deux, évidemment. Évidemment. Bien sûr, mais refuser les climatiseurs aujourd'hui, c'est une ineptie. Et d'ailleurs, même des représentants du GIEC, même les représentants du GIEC, parce que moi je les écoute, disent que c'est aujourd'hui évidemment ridicule de refuser la climatisation et purement idéologique. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on prévoit aussi, nous, madame. Je trouve très intéressant que le Rassemblement national parle des sujets écologiques parce que c'est vrai que pendant des décennies, on vous a beaucoup moins entendu là-dessus. Donc, dont acte. Il n'en parle pas, il les dézingue. Dont acte. Mais par contre, je vous ai dit avec raison, ça sert à rien d'être dans les slogans. C'est vrai. Il faut être raisonnable sur ces sujets et concrètement ce qu'on évoque. Il y a un sujet que je trouve très intéressant en ce début de campagne, et Éric en parlait un peu tout à l'heure, dans la façon que Jean-Luc Mélenchon a de cibler particulièrement Marine Le Pen, de la diaboliser et d'installer finalement une sorte d'affiche d'ores et déjà, de sauter le premier tour en disant ce sera moi ou eux. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de numéro de duettiste entre vous et la France Insoumise, puisque l'un et l'autre, vous avez un intérêt stratégique, politique, à vous retrouver l'un contre l'autre, parce que Marine Le Pen est testée à plus de 60% si d'aventure elle se retrouvait face à Jean-Luc Mélenchon au second tour, et que Jean-Luc Mélenchon a de minces chances de gagner cette présidentielle, mais ces minces chances, il les aurait face à Marine Le Pen. Par conséquent, ma question est la suivante. Est-ce que vous n'avez pas forcément intérêt, finalement, à vous retrouver face à Jean-Luc Mélenchon au second tour, et donc à vous aussi, comme lui, finalement, installer ce match? Mais si vous regardez le sondage en question, vous voyez que dans tous les cas de figure, et quel que soit le candidat en face, Marine Le Pen, elle est donnée vainqueur. Pas dans la même ampleur. Hein. Elle est au plus faible à 55-45 face à Édouard Philippe, et 68-42 face à Jean-Luc Mélenchon. Mais vous savez, pour nous, c'est très bien aussi d'être face à un candidat macroniste qui devra assumer ce bilan, et je reprends les mots de Sébastien Lecornu, qui dit qu'on est face à un mur terrible à cause de la dette et le déficit, mais qui nous a conduit face à ce mur. Et ben, ça permettra pour nous d'évoquer ce bilan et montrer que tous les budgets qui ont été passés, les budgets macronistes, soit directement quand ils avaient une majorité à l'Assemblée, soit par 49.3, nous conduit en voie de faillite collective économique. Donc, et on peut faire un point sur tous les sujets où vous avez un déclin considérable, mais on a vu l'application du programme macroniste. Donc, être dans une adversité face à eux, débat projet contre projet, et qu'on montre que nous, on a des solutions et que ce qu'on évoquait déjà dans le passé nous aurait permis d'être dans une situation bien meilleure pour nos entreprises, d'un point de vue de déficit public, d'un point de vue de l'insécurité, d'un point de vue des vagues migratoires qui nous submergent, eh bien, je pense que ça peut être intéressant. Écoutez, moi, en tout cas, Éric, moi, je suis comme vous. J'écoute M. Nicolic, qui est très talentueux, et je me dis que ça y est, le Rassemblement national, c'est devenu le parti des notables. Vous êtes tout propre sur vous, les méchants, c'est la France insoumise, ils ont vraiment que des solutions épouvantables, etc., etc. Mais moi, quand même, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est celle d'Éric, que je trouve excellente. J'essaye de... J'adore que vous reposiez mes questions. J'essaye de rester, hein, je fais tout pour me maintenir à cette place. Non, mais que je trouve très intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, Marine Le Pen est extrêmement haut. Donc, vous êtes les favoris. Vous êtes à 35%. Lui, c'est le challenger.
Et à chaque sondage qui passe, Jean-Luc Mélenchon, il gagne des points. Et il n'en gagne pas un peu, il en gagne beaucoup. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas la trouille, parce que c'est toujours plus compliqué quand on est au firmament, en fait, de faire une connerie, de dire une bêtise, de faire en sorte que finalement ça dégringole. Et au fond, cet été, on ne l'a pas entendu, Marine Le Pen. Donc, est-ce que il n'y a pas ça aussi, cette trouille de se dire, bon, parce que là, dans tous les grands débats qui ont été lancés, c'est Jean-Luc Mélenchon, donc vous pouvez dire que tout ce qu'ils disent sont des billevesées, très bien, n'empêche que c'est lui qui les lance, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas votre parti, et là vous êtes en défensif en nous disant, oui, il est caricatural, il est ci, il est ça. Ok, c'est un peu court, jeune homme, j'ai envie de vous dire. Non, mais, vous savez, ça fait très longtemps qu'on peut évoquer ce qu'on propose comme alternative en termes de projet. Et Marine Le Pen, justement, vous l'avez dit, vous l'avez peut-être moins entendu cet été, même si elle a pu réagir. Est-ce qu'elle n'a pas peur de dégringoler, Marine Le Pen? Mais je vous réponds. Eh bien, on doit être prêt pour prendre le pouvoir. Et Marine Le Pen, elle s'y prépare. Donc sur le fond, sur tous les sujets, pour qu'on puisse proposer une alternative qui puisse améliorer la vie des Français. Et on a déjà, quand beaucoup ont du mal à trouver leur candidat, ont même du mal à trouver le mode de scrutin pour désigner leur candidat, nous on a déjà notre candidate pour devenir présidente de la République, qui est effectivement très haute dans les sondages, mais il faut rester humble face à ça et être les plus sérieux possible pour que ça se concrétise, et l'éventuel Premier ministre, qui serait Jordan Bardella. Et à côté, on travaille sur le projet le plus construit, abouti, budgétisé, pour qu'on soit prêt demain à enfin redresser la situation, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on vit évidemment malheureusement un déclin, et qui s'est accentué en Macronie depuis 10 ans. Monsieur Nicolic, une petite question rapidement. Effectivement, dans cette stratégie, Isabelle vient d'évoquer, de respectabilité, d'urgence aussi, c'est votre discours vis-à-vis des Français. Est-ce que le budget qui va être présenté à l'automne, eh bien, c'est un budget que vous pourriez voter, pas forcément parce que vous le validez, c'est la politique a priori d'un parti qui n'est pas le vôtre, mais ne serait-ce que vis-à-vis des Français, pour aller vite, pour pouvoir éventuellement ensuite faire un projet de loi rectificatif, il faut déjà le voter. Mais si Monsieur Lecornu et le gouvernement nous écoutent sur ce qui pourrait être mieux d'un point de vue budgétaire, et ils décident d'appliquer le budget alternatif du Rassemblement national, oui. Donc vous jouerez le jeu de la discussion et de la négociation. Le vrai sujet, parce que ça va être éventuellement une censure, pour nous, ce qui va être important, parce qu'on n'est pas dans un postulat initial, c'est que ce qu'on peut proposer soit entendu. Et que aujourd'hui, au regard de l'urgence, qu'il y ait une prise de conscience que notre budget alternatif, en termes de baisse des dépenses publiques, en termes de baisse de la pression fiscale par exemple, en termes de dépenses liées à l'immigration, pourquoi pas sur la préférence nationale par exemple, qui serait dans l'ensemble une économie de 18 milliards d'euros. Si tout ce qu'on peut proposer n'est pas peut-être pris en compte à la lettre, mais en tout cas, les pistes envisagées se dirigent vers ce que nous, on peut incarner, eh bien évidemment qu'on pourra l'entendre. Mais se dire, quoi qu'il arrive, on refusera alors qu'il peut y avoir une chance d'améliorer la vie des Français, évidemment que ce serait un postulat ridicule. Après, on n'est pas naïf, et on sait que depuis, systématiquement, malgré notre poids aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on voit un Sébastien Lecornu qui ne nous écoute pas, et des macronistes qui mènent une politique aux antipodes de ce qu'on peut proposer. Merci Alexandre Nicolic, porte-parole du Rassemblement national.